vous allez être présents durant une table ronde organisée par l'association Ingénieurs pour demain. Cette table ronde a pour objectif d'assimiler les enjeux de notre société actuelle, environnementaux et sociaux. Quelle est la meilleure réponse à ces problématiques, la low-tech ou le high-tech? Donc on a la chance d'avoir du coup 4 intervenants aujourd'hui avec nous, 2 représentants du low-tech et 2 représentants du high-tech. Donc je vais leur laisser quelques minutes pour se présenter ensuite. Le déroulement de cette table ronde, on aura une demi-heure, 40 minutes de discussion. Donc pendant cette discussion, je vous invite, vous avez un lien au-dessus. Si vous avez des interactions à faire, des questions, vous pouvez aller sur le lien, poser la question, et Justin, juste ici, transmettra votre question. Suite à cette table ronde, il y aura 10 minutes, 15 minutes d'interaction directe. Voilà. Je vais laisser du coup la parole à nos 4 intervenants pour qu'ils se présentent durant 2-3 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci beaucoup de nous avoir invités pour cet événement. Donc moi, je suis Céline Favillon, la cofondatrice et directrice générale de la société Philobject. Philobject, nous sommes créés depuis 2015, depuis juillet 2015, et nous sommes spécialisés en fabrication additive, impression 3D professionnelle, avec la particularité de travailler le composite. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Avec mon associé, on a toujours eu des valeurs sociétales très fortes et on a voulu concrétiser cette affiche en fait, d'avoir des valeurs en se consacrant vraiment à des choses qui pour nous avaient du sens. Donc fin 2016, j'ai souhaité créer un pôle dédié à l'innovation autour du handicap, dont le but est de faciliter l'inclusion des personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap, en se servant de notre techno d'impression 3D Pro, couplé à d'autres technologies. Et aujourd'hui, on propose un produit qui permet aux personnes malvoyantes et non-voyantes de se déplacer en autonomie dans les bâtiments. Bonjour à tous, ravi d'être présent aussi aujourd'hui. Apparemment, je suis expert high-tech aujourd'hui. On va dire que j'ai une formation high-tech comme beaucoup d'entre vous dans la salle, j'imagine, et que je me questionne beaucoup dessus. En quelques mots, il y a 2 ans, en sortant d'école d'ingé, j'ai co-créé une asso qui s'appelle Latitude et qui a pour but de connecter le monde de l'innovation technologique au monde de l'intérêt général, pour voir comment est-ce que quand on a des compétences liées aux nouvelles technologies, on peut les appliquer sur des enjeux de société comme l'insertion, l'alimentation, l'éducation ou la santé. Concrètement, je vois qu'on censure ici. Je crois que c'est bon. Je peux parler moins fort aussi s'il faut. Et donc concrètement, ce qu'on fait depuis 2 ans, c'est qu'on essaie d'intégrer dans des cursus d'école d'ingé et d'informatique un programme pédagogique qui permet de se questionner justement sur les compétences qu'on a et de voir comment elles peuvent avoir un impact sur la société. Depuis 2 ans, du coup, on a travaillé avec 8 écoles et il y a 1000 étudiants qui sont passés par notre programme. Et le but, c'est de mettre en place des projets concrets dans le cadre du cours des étudiants, entre eux, les étudiants et des assos, des entrepreneurs sociaux ou des structures publiques qui traitent d'un enjeu de société. Par exemple, on a eu des étudiants à Centrale Supélec qui ont travaillé pour les Restos du Cœur sur une problématique d'analyse de données. On a eu d'autres projets de développement d'applications mobiles, par exemple, pour une entreprise d'insertion. Depuis 1 an maintenant, on fait ça aussi avec des entreprises et on essaie de questionner leur expertise pour voir comment elles peuvent contribuer pour la transition écologique et solidaire. Et donc j'espère que j'arriverai à vous faire vous poser des questions, vous aussi, qui demain avez des compétences high-tech et low-tech que vous pourrez utiliser pour un monde meilleur. Bonjour. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde et de revenir un peu de l'autre côté de l'amphi. Du coup, moi je suis sorti l'an dernier de l'INSA avec le parcours méca et énergie. J'ai attaqué avec un service civique chez Picojoule, donc on fait de la petite méthanisation, de la production de biogaz avec de la matière organique ou des déchets organiques. Et depuis peu, j'ai re-embauché là où j'étais en stage de fin d'études pour Météolien, qui est une SCOP qui fait des études de vent pour l'industrie éolienne. Donc on est
peut-être moins dans le low-tech, quand on fait de la bonne calcul de mécaflux, qu'avec Picojoule, où là on est vraiment sur de la petite application. Mais voilà, bref, ça fait plaisir d'être là, et bonne séance. Bonjour à tous, Félix Dupuis. Alors moi aussi j'ai fait une école d'ingénieur. J'ai l'impression que c'est extrêmement varié le panel aujourd'hui. Et donc dans cette école d'ingénieur, j'ai une formation qui était très high-tech, comme on l'a tous eu. Et moi je sentais qu'il manquait quelque chose en regardant des vidéos, en regardant un petit peu ce que faisait le Low Tech Lab. Je me suis dit mais c'est marrant, on ne nous apprend pas ça à l'école. Pourtant, ça a des applications très concrètes. Et du coup, je me suis dit, je vais essayer au niveau associatif de développer ces compétences. Alors, j'ai commencé, donc moi j'étais en double diplôme à Polytechnique à Montréal. Alors, j'ai commencé à essayer de monter une antenne du Low Tech Lab là-bas. Ça s'est fait doucement. Puis après, je suis rentré en France. Et donc ici, je travaille, je suis en service civique aussi. Je suis Fab Manager au Fab Lab de l'UPS, donc les copains de Fabrique Insa. Et je travaille aussi comme bénévole à l'association Vélorussion, qui fait du réemploi de vélos, donc à Toulouse. Et je travaille aussi avec Ingénieurs pour demain, ingénieurs engagés au niveau national. Et donc là, on est en train de créer une semaine d'alternatives low-tech, fin août, pour qu'on puisse s'auto-former au low-tech, tous ensemble. Et puis, je suis très heureux d'être ici avec vous. Merci beaucoup à vous quatre. On vient d'entendre beaucoup le mot low-tech, high-tech, mais peut-être des personnes dans la salle, peut-être que ces mots ne sont pas très clairs dans leur tête. Est-ce que vous pourriez définir, par exemple, un de vous deux qu'est-ce qu'est la low-tech et qu'est-ce qu'est le high-tech? Qu'est-ce que vous considérez Moi, je veux bien que ça soit le high-tech qui commence. Parce qu'on demande toujours au low-tech, qu'est-ce que c'est la définition du low-tech? Mais on se pose rarement la question du high-tech. Alors, moi, je n'ai pas de parcours ingénieur. J'ai un master en RH, donc moi, je ne suis pas issue de la tech. Donc, je te laisse. C'est gentil, merci. Moi déjà, pour la question du high-tech, je pense que c'est une notion qui évolue avec le temps, dans le sens où des high-tech à un moment donné sont peut-être moins high-tech demain parce qu'elles rentrent dans les usages et sont moins des technologies avancées. Pour répondre à ta question, et je pense que tu pourras du coup aussi présenter les low-tech après, la high-tech c'est une technologie de pointe, on va dire, ce serait la traduction française, qui mobilise des compétences technologiques très pointues pour répondre à un problème, qu'il soit social ou pas d'ailleurs. Et je pense que ça a différentes... Aujourd'hui, les high-tech qu'on a, les grands domaines de high-tech, ça va être tout ce qui touche autour de l'algorithmie, on va dire, ou des données. Il y a de plus en plus vous connaissez sûrement tout ce qui est machine learning, deep learning, qui sont, on va dire, les high-tech, mais qui touchent pas qui sont du soft, on va dire, qui sont pas des produits matériels. Et il y a tout le domaine de la robotique, je pense, aujourd'hui. Et je pense, j'aurais tendance à traduire ça vachement par une technologie avancée, une technologie de pointe, qui cherche à répondre à des problèmes. Et la question qu'il faut poser, je pense, c'est quel problème? Peut-être que tu veux compléter. Tu as dit que tu n'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit ça, donc je te remercie. Je vais compléter par rapport à du coup, mon métier à moi. C'est vrai qu'on va se servir des dernières technologies en impression 3D professionnelle, qui va nous permettre d'avoir vraiment une qualité particulière au niveau du toucher. Donc effectivement, ce sera, le principe, c'est de répondre à des problématiques, et je suis d'accord, que ce soit sociétal ou pas. Voilà. Donc non, j'ai rien d'autre à dire. Alors pour rebondir à ce que vous dites, moi je suis entièrement d'accord avec cette idée que le high-tech, c'est les technologies les plus avancées à un moment donné. Mais du coup, en fait, ça sous-entend que le progrès technique et technologique est linéaire. C'est-à-dire que les technologies de demain seront toujours plus avancées que les technologies d'hier. Donc ça, en fait, ça sous-entend plein de choses que le low-tech aimerait remettre en question.
est-ce que le progrès technologique est vraiment linéaire? Est-ce que les technologies d'hier sont aussi désuètes que ce qu'on nous fait croire pour nos problèmes actuels? Et donc les low-tech, c'est aussi... Donc il y a une partie technologique, une partie tout ce qui est ingénierie, développer des technologies, mais il y a une dimension beaucoup plus grande sur la réflexion qui est liée à notre conception de la technologie, la place de la technologie dans nos sociétés. Et donc c'est un peu plus large. Et après, pour ce qui est des technologies, donc la définition qui est promue par le Low-Tech Lab. Alors le Low-Tech Lab, c'est une asso qui est menée par des Bretons, comme beaucoup de choses. Et donc ils ont leur base à Concarneau. Donc le Low-Tech Lab est aussi associé avec le Nomade des mers. Ça, vous avez peut-être vu, ils ont fait une série sur Arte. C'est un gars, Corentin de Châtel-Perron, qui part sur son bateau découvrir des low-tech aux quatre coins du monde. Si ça vous dit rien, allez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos. Et donc eux, ils ont une banque de données en ligne où ils essayent de recenser toutes les low-tech qui existent à travers le monde, de mettre des tutoriels pour que les gens puissent les refaire chez eux. Et donc la définition qu'ils donnent du low-tech, c'est des technologies qui sont facilement fabricables, facilement réparables, faits avec des matériaux locaux de récupération et qui sont accessibles à faible coût. Si tu as des choses à compléter. Ouais, mais je me permets juste de rebondir du coup pour un droit de réponse vu qu'on a commencé à parler. Je pense que ce soit dans le cadre du low-tech ou du high-tech, enfin, je reviens sur ce que je disais sur le high-tech, je pense que ça évolue au fur et à mesure, dans le sens où il y a 2000 ans, c'est pas les mêmes high-tech qu'il y a aujourd'hui, et s'ils utilisaient le mot high-tech il y a 2000 ans, ce qui m'étonnerait, ils n'auraient peut-être pas eu la même définition, enfin les mêmes technologies, et peut-être que des low-tech aujourd'hui étaient des high-tech à l'époque. Si on prend la définition que tu donnes du low-tech lab sur ce que c'est une low-tech, quelque chose de facilement reproductible à bas coût, en fait ça évolue au fur et à mesure parce qu'on développe des procédés de fabrication qui sont peut-être de moins en moins coûteux, tant en énergie qu'en temps ou en finance. Pour moi, la question principale, en fait, et de la semaine, j'imagine, enfin du festival, que ce soit les high-tech ou les low-tech, c'est à quoi ça sert. Et que ce soit une low-tech ou une high-tech, pour moi, il n'y en a pas une des deux qui est plus louable que l'autre, du moment qu'elle n'est pas mise au service d'un enjeu réel et d'un enjeu de société, qui soit social ou environnemental. Et je suis persuadé qu'on peut trouver des exemples de low-tech, j'en ai pas, mais tu en as peut-être, qui sont mises au service enfin, j'ai pas envie de dire du mal, mais qui ont des externalités négatives, pour le dire mieux. Et je pense que c'est surtout la question de à quoi est utilisée la technologie qui est intéressante. Et je pense, et c'est pour ça qu'on a créé l'ETSTUD, que c'est une question qu'on n'aborde pas suffisamment dans les cours de technologie qu'on a. On nous apprend souvent comment utiliser la technologie et concrètement comment je fais une multiplication, comment est-ce que je crée un code qui permet d'avoir telle entrée, telle sortie, mais on ne nous dit pas pourquoi. Et c'est surtout cette question que je pense qui est intéressante au-delà de la fracture high-tech, low-tech. Voilà, c'était juste pour avoir un droit de réponse. Nous, on se sert... en fait, j'ai amené là, le produit qu'on propose. Les symboles en orange, quand on appuie dessus, ça parle. Ça, c'est une technologie qui existe depuis très longtemps. Quand j'étais petite, j'avais des livres de jeux. Quand j'appuyais dessus, ça me donnait des informations. Donc ça, c'est une technologie qu'on a reprise, qu'on a réadaptée aujourd'hui, mais c'est une technologie qui est très, très vieille. Tout à fait, ouais, je vais enchaîner un peu. Pour reprendre déjà ce que tu disais sur la high-tech, où tu viens aussi questionner c'est qui cherche à répondre à un problème ou une problématique. Il y a vraiment ce questionnement du besoin. En fait, tu réponds même plus que parfois à un problème, à ce qui va être un besoin ou une envie de nos modes de consommation, de façon de faire dans la société aujourd'hui. Et je pense que ce que la low-tech ou la basse technologie vient presque rajouter encore à ça, c'est qu'au-delà d'essayer de répondre ou de se dédier à une cause louable, c'est de voir comment le faire sans impacter en fait, le fait de chercher une ressource qui va pas être épuisable, qui va vraiment pouvoir être recyclée, réutilisée,
on a un peu souvent cette impression que la high-tech est déconnectée de ouais, je veux répondre à un truc, je veux le faire parce que c'est la bonne cause, parce que c'est le bien, mais par contre j'oublie parfois que en fait, ouais, j'utilise des métaux hyper rares exploités dans des conditions horribles, ou en fait tout cet esprit ressources et après accessibilité aussi de comment ta technologie de pointe, elle est un peu dans une niche et inaccessible, localement pour le coup. La notion de localité de la ressource et de la compétence, je pense, fait partie de ce qui est dans la low-tech aussi. Donc, pour synthétiser, la low-tech, vous le définissez comme un domaine, vous pouvez me corriger hein, si je fais une erreur, comme une utilisation en fait des choses qu'on peut s'accaparer, réutiliser. Il y a une problématique de sobriété aussi. Est-ce que le besoin auquel on répond est vraiment nécessaire? Et après, la high-tech, souvent, on n'a pas forcément une bonne utilité. Et le plus important, c'est de réfléchir du coup, à comment utiliser en fait toutes les compétences qu'on a acquéries, qui soient technologiques, comment les mettre, comment les utiliser pour notre société. Donc là, en fait, on peut voir, on peut se questionner sur les limites de vos domaines, peut-être. Quels sont pour vous du coup, les attraits des deux et quelles sont les limites? Sur la high-tech, il y a des choses qui ont déjà été évoquées. Il y a effectivement des limites et pas des moindres. D'une part, effectivement, l'empreinte écologique qui ne fait que grandir du fait que tous, individuellement, on utilise de plus en plus des outils high-tech et on en a quasiment tous un dans notre poche, j'imagine. Il y a un chiffre, si vous voulez retenir un chiffre comme ça, il y a aussi des petits savoirs à retenir. Je ne sais pas si vous connaissez The Shift Project, qui a publié, du coup, j'imagine, un rapport récemment qui dit que la consommation énergétique, l'empreinte écologique du numérique augmente de 9% par an. Donc c'est quand même assez impressionnant quand on se dit qu'on est tous consommateurs du numérique au quotidien. Un autre enjeu lié au high-tech, qui pour le coup, je pense, n'est pas le cas pour les low-tech, c'est la question de la précarité numérique. La précarité numérique, ça renvoie au fait qu'on n'est pas tous égaux face à l'accès aux technologies, et notamment des technologies de pointe, que ce soit en termes de compétences ou juste de géographie. Alors il y a bien sûr des moyens de lutter contre cette précarité numérique par des formations ou en rendant ce que permet aussi la high-tech ou low-tech. La high-tech peut être aussi accessible, juste pour nuancer ce que vous disiez. Il y a toutes les dynamiques open source qui permettent de mettre en ligne un code qui soit high-tech ou low-tech. GitHub ne regarde pas, ne met pas que du code low-tech ou high-tech. Voilà. Et la dernière question, c'est justement la question des compétences. Effectivement, je pense que les compétences low-tech sont sûrement plus faciles à acquérir que les compétences high-tech. Et là, c'est un vrai enjeu pour les high-tech, c'est de voir comment est-ce qu'on peut démocratiser leur utilisation pour que des acteurs de l'intérêt général, comme des assos, des coopératives ou les pouvoirs publics, qui sont aussi parfois en retard sur ces sujets-là, puissent se les approprier pour répondre à un enjeu. Là où les high-tech, je pense, apportent quelque chose, c'est qu'elles permettent de répondre à des besoins qui ne sont pas encore couverts et qui ne peuvent pas être couverts par les low-tech, notamment dans le domaine de la santé, par exemple, où c'est pas avec des low-tech qu'on va réussir à identifier des tumeurs par de la vision par ordinateur, pour aider les médecins à faire leur travail. Voilà. Alors au niveau des low-tech, la principale limite en fait c'est son ambition. Alors je m'explique, quand on dit on veut développer des technologies accessibles à tous, ça pose beaucoup de limites
Donc même si les compétences à avoir pour faire du low-tech sont peut-être plus accessibles que je ne sais pas, pour chercher des tumeurs dans les cerveaux, avec des rayons de toutes les longueurs d'onde possibles. Même si c'est facile à acquérir, mais en fait c'est facile pour qui? Est-ce que c'est facile pour un étudiant qui a fait 5 ans d'école d'ingénieur de bricoler avec du matériel dans un atelier? Est-ce que c'est facile pour une personne qui a d'autres problématiques dans sa vie que d'apprendre à utiliser un chalumeau, un fer à souder ou des choses comme ça? Et donc c'est limite là sur, ok, on veut être accessible à tout le monde, mais est-ce que c'est vraiment possible? Il y a ça, il y a le changement de paradigme que ça implique. Par exemple, qu'est-ce que c'est la santé low-tech? Alors, mais c'est vrai que c'est une question importante, parce que la santé actuellement, c'est extrêmement high-tech. C'est le premier producteur de déchets nucléaires en France, je crois. Il y a des problématiques qui sont énormes. Et ce qu'on voit, c'est que toute la recherche qui est faite dans la santé, elle se tourne vers le high-tech, vers toujours plus de technologies, toujours plus poussées. Mais ça pose énormément de problèmes au niveau de l'accès justement aux matières radioactives, de l'épuisement des ressources, aussi de la fragilité des systèmes. Un hôpital, ça tient combien de temps avec une coupure de courant ou lors d'une catastrophe naturelle? Si un labo de recherche sur des cellules souches ou sur des mutations, si la fenêtre est mal fermée, qu'est-ce que ça va propager comme maladie dans la société? Et donc, qu'est-ce que le low-tech peut proposer comme solution, comme proposition par rapport à la santé? C'est un changement de paradigme, c'est de revenir vers des connaissances qui sont connues depuis longtemps, donc tout ce qui est médecine traditionnelle, donc par exemple tout ce qui est médecine traditionnelle chinoise, tout ce qui est ostéopathie, tout ce qui est plutôt prévention que médecine curative. Et le problème, c'est que ça demande beaucoup de réflexion et ça demande un changement sociétal très important. Et la problématique, c'est que nous, on a l'habitude de fonctionner au niveau technologique de manière itérative. Donc, c'est-à-dire, actuellement, la médecine, elle est telle qu'elle est. Demain, je peux apporter un nouveau scanner un peu plus puissant ou des technologies un peu plus poussées dans certains domaines, elles seront acceptées. Si demain, je propose qu'on supprime tous les hôpitaux et qu'on repasse sur des petits cabinets de médecins donc de médecins avec plein de spécialités différentes, donc des ostéopathes, des psychologues, des médecins en médecine chinoise, des gourous, des coupeurs de feu, mais qui soient dans une même localité, et de détruire ces grands centres qui centralisent justement tous les malades. Est-ce que ça sera accepté? C'est plus compliqué. Moi, je vais rebondir par rapport à ce qui a été dit, par rapport à mon produit. Nous avons fait le choix d'avoir des partenaires qui sont socialement impliqués. Donc là, notre partenaire en électronique, il est signataire de la charte achat responsable, ce qui nous garantit un minimum en fait d'éthique dans son process d'achat à lui. La limite que je vois dans notre produit, c'est que ça, c'est du carbone, donc forcément, c'est pas recyclable. Par contre, je trouve dans le carbone ce que je trouve pas dans d'autres matériaux, parce que c'est un matériau qui est souple, en fait. Et dans les autres matériaux en impression 3D, je ne vais pas trouver ça pour avoir l'utilisation que je veux. Donc ça, c'est la limite que je vois, moi, à mon produit aujourd'hui. Mais par contre, on travaille sur proposer un produit qui est équivalent avec un matériau différent, qui sera recyclable. Parce que si on n'utilise plus ce plan, c'est 100%, c'est 100% pas recyclable. Quelqu'un souhaite intervenir? Juste en une minute pour revenir, je vais aller dans ton sens à fond. Je pense que la question, c'est justement de réussir à rebattre les cartes et remettre à plat
On a imaginé plein de technologies aujourd'hui. On se rend compte que si on continue à aller dans ce sens-là, on va probablement aller dans un mur. Et donc le but, c'est de revenir en fait au problème qu'on veut résoudre. Moi, je suis agnostique de savoir si c'est la high-tech ou la low-tech qui va y répondre. Si c'est la low-tech, tant mieux, parce qu'on voit toutes les externalités négatives qu'il peut y avoir sur les high-tech. Si c'est la high-tech, parce que la low-tech ne le permet pas, tant mieux, parce qu'on permet de répondre à un problème, tout en étant conscient des externalités. Et donc je pense que c'est important deux choses. C'est important d'une part parfois de ne pas avoir peur de rebattre les cartes totalement et d'accepter de se dire en fait je repars de zéro. J'accepte de remettre en cause tout ce qu'on m'a dit depuis que je suis petit et c'est pas toujours facile. Et pour autant quand on le fait, en fait on se sent mieux après. Et deuxièmement, c'est quel que soit le métier qu'on a plus tard, qu'il soit high-tech, low-tech, c'est de bien se poser la question, mais pourquoi en fait je fais ce que je fais et quelles sont les externalités ou les résultats attendus. Et les résultats attendus. Si je peux me permettre de compléter, moi j'ai une autre limite aussi, c'est que mon métier aujourd'hui, il n'y a pas de formation qui existe pour ça. Donc je fais un mix en fait de différents cursus qui existent. Donc j'ai un ingénieur matériaux qui lui par contre n'est pas spécialisé du tout en impression 3D professionnelle. Donc ça veut dire que nous on a une charge de formation derrière qui est importante et il ne va pas avoir forcément la réflexion de se dire tiens sur ce matériau-là je vais pouvoir le constituer comme ça parce que en impression 3D Pro ça pourra réagir comme ça. Donc, moi j'ai ce manque aujourd'hui que j'arrive pas à combler et je pense que ça fait partie des fameux 50% des métiers qui existent pas aujourd'hui, qui feront partie. Alors c'est quoi dans 10 ans, je sais pas combien, je sais plus ce qu'on dit, la date, 5 ans non? Je crois que c'est 50. Merci. Je crois que c'est 50% des métiers de demain n'ont pas de formation aujourd'hui. Et il me semble que les formations vont venir à 5 à 10 ans. Je crois que c'est ça les chiffres. Je peux rajouter un petit truc ? C'est pour le côté pratico-pratique de la basse technologie, dans les limites encore. Pour ce qui nous concerne, je veux dire nous, ingénieurs ou dans un amphi en formation, c'est que la basse techno, la low-tech, ça n'a pas forcément de quoi nous faire vivre hyper facilement et qu'il y a toujours des compromis. Enfin, pour en avoir déjà discuté avec Félix, on cherche quand même pas mal et moi je veux bien être l'exemple de l'ingénieur à mi-temps dans une boîte qui fait quand même de la techno et qui cherche un peu à avoir sa place dans la société telle qu'elle est en minimisant son impact et quand même ayant de quoi survivre en ville, enfin, avec le mode de vie que j'ai, pour pouvoir m'impliquer après dans d'autres projets de transition et essayer d'atteindre plus ce qu'on cherche en basse technologie qui va reposer beaucoup sur un gros changement de paradigme, que ce soit consommation, interaction avec coopération entre tous. Notamment pour l'accessibilité, je reprends un petit point sur l'accessibilité, c'est que on va peut-être pas forcément, il y a plusieurs courants dans la basse technologie, il y a celle qui est accessible à tous vraiment au plus bas niveau et celle qui va être aussi accessible à un regroupement d'individus avec chacun ses compétences et le but du vivre ensemble c'est que ceux qui n'ont pas envie ou qui n'aiment pas ou qui ne peuvent pas bricoler, ils ne le fassent pas et ils contribuent autrement au groupe. Vas-y. Ouais, y a quelqu'un qui demande, donc vous disiez que vous avez tous les deux fait un service civique et qui demande est-ce que pour faire du low-tech il faut faire un service civique. Enfin, donc, du coup la question qui se cache derrière c'est quelle est l'offre qui est face à nous, futurs ingénieurs, pour travailler dans la low-tech. C'était un peu ça la transition, vas-y, ouais. C'est un peu ça en fait, c'est que l'industrie, ou en tout cas les grosses boîtes qu'on connaît ou même qu'on ne connaît pas et qui tiennent un peu la route, même, je reste sur le service civique, on n'a pas grand-chose qui s'offre à nous parce que c'est pas non plus très capitaliste, c'est pas hyper vendeur, c'est pas dans la tendance actuelle de vouloir toujours plus de tech chez soi et tout seul. Et c'est vrai que souvent, les alternatives, elles viennent d'associations et que du coup, le service civique, c'est un bon moyen de mettre un pied dans une asso, d'avoir un statut un peu financièrement correct. Et
Et Ouais, le service civique, c'est un peu la voie par défaut. Moi, je suis rentré en France, j'avais fini mes études et je cherchais un job. Alors, je cherchais un job. Au début, je me suis dit dans une entreprise qui travaille un peu dans la transition écologique et sociale. Bon, on commence à regarder un peu, puis je me suis dit, mais ce que j'aimerais bien, c'est travailler à temps partiel, 25 heures par semaine. Comme ça me laisse le temps de faire de l'associatif, de prendre du temps pour moi, d'aller faire mes courses là où je veux, et justement d'avoir une séparation de mon temps personnel, enfin mon temps de vie, je veux dire, avec un tiers, un temps de vie pour la partie professionnelle, un tiers pour la partie citoyenne, donc mon implication dans la citoyenneté, donc à travers les associations, à travers les contacts que j'ai avec mes voisins, et un tiers pour ma vie personnelle, donc pour moi et puis pour mes proches. Et en fait, si on veut faire ça, ça demande de travailler moins de 35 heures. Et donc, moi, je me suis fixé 25 heures. Bon, alors, je me suis lancé comme ça, je me suis dit, allez, je vais chercher une entreprise qui m'embauche, 25 heures par semaine. Je ne suis pas très regardant, pas besoin que ce soit forcément dans le low-tech, mais au moins qui œuvre un peu dans la transition écologique et sociale. Mais en fait, ça n'existe pas en France. Ah oui, je voulais aussi pas que ça soit une entreprise capitaliste. Donc, il reste les associations et les coopératives. Et donc là, ça marche pas, j'ai pas trouvé. Bon, apparemment, ça existe. Mais donc, voilà, c'est le premier emploi pour les personnes qui recherchent un mode de vie low-tech. Et donc, je cherche, j'essaye de faire un peu de lobbying avec Ingénieurs Engagés pour pousser les entreprises à créer des postes comme ça, parce que c'est un mode de vie qui correspond à mes valeurs low-tech. Et donc la question, c'était quoi? Qu'est-ce que c'est un ingénieur low-tech? Ah ouais. En fait, l'offre, elle n'existe pas, c'est ça le truc. C'est que si tu veux être ingénieur low-tech, il faut te regrouper avec des copains, il faut créer ce que va être demain, quoi. Et donc ça passe par des compétences que vous avez acquis en école. C'est le réseautage, retrouver des groupes de réflexion, ingénieurs engagés, le Low-Tech Lab, faites passer des messages autour de vous, trouvez des copains qui réfléchissent à la même chose, et puis allez-y. Mais on s'éclate. La différence, c'est que... moi, ce que je trouve génial dans ce mode de vie, c'est tu t'enfermes pas dans une stabilité. J'ai des copains, ça fait 2 ans qu'ils sont sortis de l'école... moi, je finis juste après. Ça fait 2 ans qu'ils sont sortis de l'école d'ingé. Je suis allé manger avec un copain, c'était quoi, vendredi midi. Donc lui, il vit à Paris, il travaille à Marseille, et là, il venait donner un cours à Supaéro à Toulouse, juste pour le matin. Donc j'ai réussi à le voir à vendredi midi, et il est reparti en Tesla avec son chauffeur. Et je me suis dit, mais putain, mais j'ai pas envie d'avoir cette vie-là. Je sais pas si on va voir. Mais en fait, il est tout le temps en train de courir, après je ne sais pas quoi, mais je sais même pas s'il sait. Et moi, ce que j'aime dans mon mode de vie, c'est que j'ai le temps de lire, j'ai le temps de réfléchir, j'ai le temps de prendre du temps avec les gens que j'aime, et puis ça me convient bien. Je vais contrebalancer et me faire l'avocat du diable. Attention, donc là c'est la RH qui parle. Après un service civique, vous n'avez pas le droit au chômage. Donc prévoyez le dernier jour. Vous imaginez pas pendant 10 mois après avoir du temps pour chercher un travail. Donc ça c'est juste le petit... Alors, pour défendre le service civique, normalement dans un service civique, il y a un temps qui est alloué à la construction de son projet professionnel. Du coup, allez-y. Par contre, je trouve les services civiques extra. C'est super d'accord. parce qu'on apprend des choses qui vont être différentes des choses effectivement qu'on peut apprendre en entreprise. C'est juste attention à la fin. Moi aussi, Félix, je vais dire ma vie, moi, comment elle se passe. Je prends 2 minutes. J'ai 5 enfants. Je pense que je consacre à peu près 70 à 80 heures par semaine sur mon entreprise.
Je fais du bénévolat, j'ai du temps pour mes amis, j'ai du temps pour moi, j'ai du temps pour mes enfants. C'est parce que je priorise et parce que j'arrive à faire des choses qui, moi, me donnent du sens. Et ça a du sens pour moi. Je ne m'imagine pas du tout travailler 25 heures par semaine parce que je vais me faire chier. Donc, moi, c'est mon style de vie à moi. Chacun, en fait, peut avoir son propre style tant qu'il s'épanouit. Et moi, je m'épanouis à fond parce qu'en plus, je propose un produit qui a du sens et qui me fait du bien. Je peux rajouter on a le temps ou pas? Ouais, cool. Je pense que ce soit dans les low-tech ou même la high-tech au service des enjeux de société, il y a peu de postes. C'est pas que la low-tech. Nous, du coup, on connaît un peu enfin, on a des liens un peu avec les deux domaines, on va dire. Et il y a peu de postes dans les deux. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est que vous preniez conscience que alors ça fait peut-être naïf, mais c'est vous qui avez le pouvoir sur le travail que vous faites demain. Et je pense que vous en rendez peut-être pas compte parce que quand on est jeune, on s'en rend pas compte. Mais les entreprises, elles ont vachement peur. En fait, elles ont peur de pas réussir à nous recruter. Et lorsqu'on fait un process de recrutement, déjà c'est dans les deux sens. C'est autant que vous qui recrutez la boîte que elle qui vous recrute. Ça, c'est important. Et je pense que plus on est à oser leur dire qu'on veut que le travail qu'ils nous proposent change, qu'ils intègrent un jour par semaine dédié à d'autres initiatives, qu'elles soient low-tech ou des assos ou citoyennes. Je pense que c'est des choses qu'il faut oser dire et qu'il faut dire parce que plus on les dira, plus ils vont avoir peur et plus ils changeront vite. Et donc voilà, si j'avais un message à vous faire passer, c'est si c'est un sujet qui vous tient à cœur, et il faut que ça vous tienne à cœur, osez en parler. Osez en parler non seulement à vos amis, ça c'est facile, mais aux gens qui vous recrutent. Parce que eux, derrière, ils font des réunions pour dire « Ah mince, on m'a parlé de ça, qu'est-ce qu'on fait ?» Et in fine, ça change. Et donc, c'est pas pour ça qu'ils ne vont pas vous recruter. Au contraire, ils cherchent des personnalités. Voilà. Donc, pour synthétiser, au niveau des limites, nous avons du coup le low-tech qui peut utiliser toutes les ressources auxquelles elle a accès. Le problème, c'est qu'on ne peut pas forcément répondre à tous les besoins actuels. Ça reste assez limité, entre guillemets. L'high-tech utilise des métaux rares, donc il y a le questionnement aussi de la provenance. Et en vrai, ce qui est intéressant, c'est ce que vient de nous dire Augustin. Donc, non mais... Le problème n'est pas low-tech ou high-tech. Le problème, c'est pourquoi on fait ça. Là, on a deux exemples formidables d'high-tech qui ont des enjeux sociaux, qui répondent à... Non, mais c'est la réalité des choses. Il faut faire attention également, bah oui, parce que on utilise des minerais rares, donc la low-tech, c'est très intéressant aussi pour ça. Donc voilà. Pour conclure, le but c'est de trouver une quête à notre vie et de nous écouter. Et voilà. Merci à vous quatre. Et donc je vais passer aux questions. Donc si vous avez des questions, c'est le moment. Il y aura 15 minutes de questions. Et pour rebondir avec ce que disait Augustin, il faut oser. Et les filles, il faut encore plus oser. Vous avez un dernier mot pour conclure ou pas? C'est bon? Ok. Vous en avez brièvement parlé, mais je pense qu'au centre des low-tech, il y a aussi la question de la sobriété énergétique qui est très importante, et vous en avez parlé surtout en parlant des ressources, etc. Mais la ressource énergétique est très importante en ce qui concerne les high-tech et les low-tech. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus au niveau de la consommation énergétique des technologies, qu'elles soient low ou high-tech? Moi, ce que je pense, c'est qu'il faut toujours penser le problème à la racine, et que ce soit dans le low-tech ou le high-tech, ce qui consomme de l'énergie, c'est que on en utilise. Ça paraît bête, mais ça joue avant tout dans nos pratiques au quotidien. Et que ce soit vous pourrez compléter, mais que ce soit le low-tech ou high-tech, effectivement, dans le high-tech, c'est sûrement une consommation qui est accrue, mais c'est avant tout de remettre en cause nos comportements individuels pour consommer moins d'énergie.
Et après, on a moins de prise là-dessus, mais lorsqu'on a un travail, on a vraiment une prise là-dessus, c'est que les entreprises aussi consomment moins. Et il y a plein de services qui se mettent en place pour aider à moins consommer, que ce soit sur le matériel informatique, de réutilisation. Vous connaissez peut-être Back Market qui le fait pour les personnes, enfin pour les individus. Ça existe aussi pour les entreprises. Et donc, il faut en repenser l'usage. Avant de penser externalité, pensons les usages. C'est là où je pense qu'il y a le plus gros gain à faire. Je suis partiellement d'accord avec ce que tu dis, mais alors j'ai lu un truc qui m'a un peu frappé la dernière fois. Alors c'est assez dur à entendre pour des ingénieurs. Et il disait que en fait la plus grande avancée, enfin la meilleure solution technique qu'on peut apporter à un problème, c'est pas une solution technique en tant que telle, c'est une solution sociétale. Alors on a un problème dans notre société. Nous, en tant qu'ingénieurs, on est câblés pour répondre par une solution technique. Par exemple, pour les personnes malvoyantes, on va créer une solution technique qui va leur permettre d'avoir plus d'autonomie. Et donc ça, c'est la démarche qu'on nous a apprise. Et là, ce qui serait intéressant, c'est comment on peut faire pour ne pas aller à la solution technique, mais passer par une solution d'organisation de la société qui rend obsolète, où on n'a plus besoin, où il n'y a plus le problème en fait. Comment on fait pour réorganiser la société pour qu'il n'y ait plus ce besoin-là des personnes? Et à ce moment-là, en fait, tu économises encore plus d'énergie parce que tu as juste fait un réajustement de la société. Mais bon, les ingénieurs, c'est vraiment dur à entendre parce qu'on devient aussi un peu obsolète. Oui, encore une fois, l'économie d'énergie, elle n'est pas dans la production de quelque chose qui consomme peu, c'est dans la non-production de ce produit-là. Moi, je culpabilise beaucoup de ne pas pouvoir recycler le matériau qu'on utilise. J'avoue que je le garde de côté parce que je me dis que peut-être un jour, on pourra le recycler. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais par contre, à côté, je compense sur une sous-consommation de beaucoup de choses dans l'entreprise. Limiter au maximum les impressions, pas de lumière quand il n'y en a pas besoin. Enfin, voilà, ce genre de choses, c'est quelque chose que j'ai mis en place dans mon entreprise parce que, de façon éthique, ça me permet de compenser un peu sur ce que je ne peux pas recycler d'un côté. Quelqu'un a une autre question? Du coup, c'est pour vous ma question. Je me souviens plus de votre nom, mais comment... Il n'y a plus. C'est lui. Qu'est-ce qu'elle fait exactement, votre machine, en fait? Genre, comment elle fonctionne? Alors, ce plan, en fait, c'est un plan tactile et interactif qui va permettre aux personnes malvoyantes et non-voyantes de comprendre un environnement. Ça fait appel au sens du toucher. Donc, la personne découvre l'espace. Et l'objectif, c'est que grâce au toucher, elle réussisse à se créer une image mentale claire de tout son environnement. Ça, c'est la première approche par le toucher. Ça, c'est le côté techno qu'on maîtrise. Après, quand elle appuie sur les symboles, donc ça lui donne des informations sonores qui viennent enrichir sa compréhension du lieu. Par exemple, les toilettes. Ça va dire toilettes à droite côté femme, à gauche côté homme. Chez les femmes, 3 WC sur la droite avec des portes coulissantes, etc. C'est vraiment ce genre d'information en fait, que nous, on veut apporter, que la personne elle ait sa connaissance du lieu, plus l'information sonore qui correspondra vraiment à ce scénario-là, pour qu'elle soit libre en fait, de se déplacer tout en autonomie à l'intérieur du bâtiment. Est-ce que ça répond un peu Donc en fait, il y a une carte pour chaque bâtiment? Oui, c'est ça. Et est-ce que vous pensez, du coup, si on pouvait revenir sur ce qu'il disait, que sociétalement, ça pourrait être, cette problématique pourrait être résolue différemment? Oui, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Félix. Si au niveau de la société, tout le monde changeait son comportement, si on arrêtait tout ce qui était discrimination, rejet de l'autre, c'est certain que peut-être on n'en serait jamais arrivé à devoir concevoir un produit comme ça pour répondre à cette problématique-là. C'est tout. Merci. Juste le temps que tu montes, pour illustrer un peu ce qu'on disait tout à l'heure, on pourrait imaginer que par rapport à ton plan, tu utilises du carbone parce que tu as la flexibilité, la souplesse que tu veux. Plutôt que de se mettre à chercher le matériau qui va reproduire parfaitement cette souplesse de façon durable et recyclable. Comment est-ce qu'on peut se passer de cette souplesse?
quelle est notre marge d'acceptabilité sur en fait, est-ce que je pourrais pas avoir un truc beaucoup plus souple ou beaucoup moins souple et en tirer tout autant de bénéfices. On pourrait très bien imaginer avoir juste une feuille de papier, sauf que là, en fait, il y a de l'électronique dedans. Comme on vient interchanger les plans, pour que le boîtier reconnaisse le plan du bâtiment C du 4e étage, il faut qu'on mette de l'électronique. Aujourd'hui, sur du papier, par exemple, on ne sait pas faire. C'est pour poser la question, juste. Je n'ai pas dit que j'avais la réponse. Bonjour. Du coup, tout à l'heure, vous parliez d'oser et de donner du sens à sa vie. Aujourd'hui, j'ai envie de dire comment entreprendre justement dans le low-tech ou dans le high-tech. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que l'entrepreneuriat est une bonne manière de se réaliser, de donner du sens à sa vie, d'oser, tout ça. Mais comment entreprendre dans le low-tech ou justement entreprendre pour satisfaire un besoin de la société et pas forcément... Est-ce que vous avez des idées de pistes à creuser? Vous parliez de recyclage tout à l'heure. Je vais parler de moi, comment je suis venue à l'entrepreneuriat. En fait, la différence entre les filles et les gars, c'est que nous, les filles, on attend d'être persuadées d'avoir au minimum 100% des compétences pour pouvoir se lancer dans quelque chose. L'entrepreneuriat, ça fait partie des choses qui a été la plus difficile pour moi parce que je suis encore convaincue aujourd'hui que je n'ai pas toutes les compétences pour diriger une entreprise. Mais je sais m'entourer de personnes qui m'ont justement aidé à franchir ce cap et à oser. Maintenant, à travers les différentes écoles, et l'INSA en fait partie, vous avez la possibilité de créer des entreprises interétudiants, alors je ne sais pas comment ça s'appelle, et d'être accompagné, d'avoir ce noyau-là qui va vous permettre de passer une première étape et d'être accompagné. L'essentiel, en fait, c'est d'être entouré de personnes qui croient en nous. À partir du moment où vous avez une idée, faut y aller. Après, il existe, on parlait de réseautage tout à l'heure, il existe différents réseaux, différents moyens de tester cette idée et de voir si c'est une idée qui peut être viable ou pas. Voilà, je ne sais pas si vous avez autre chose. Mais au niveau de l'entrepreneuriat, en fait, ce qui est compliqué, c'est que ce qu'on vous présente, si c'est la même chose que ce qu'on m'a présenté, c'est... l'entrepreneuriat, c'est vraiment à la mode là en ce moment. Mais ce qui est à la mode, c'est l'entrepreneuriat high-tech, c'est l'entrepreneuriat en mode start-up. Donc dans des modes ultra-capitalistes. Et moi là, ça me met vraiment, ça m'érisse le poil. Donc tout ce qui est incubateur de start-up et tout ça, je vais à des conférences pour toujours être convaincu que c'est pas ça que je veux faire. Mais du coup, en fait, il y a énormément de choses qui existent là-dedans. Énormément d'incubateurs. Sur le campus, vous avez Pépite, vous avez l'incubateur juste à côté du Fab Lab de l'UPS, le catalyseur. Mais en fait, c'est des structures qui vont vous pousser à avoir des modes de développement capitalistes. Et donc, moi, ça m'effraie. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. Et dans ce qui est l'entrepreneuriat low-tech, en fait, le low-tech, c'est hyper récent. Là. Ça doit faire 4-5 ans dans l'espace francophone que le mot est... du coup, le basse technologie est sorti. Il y a Philippe Biwix qui a écrit un livre et maintenant qui est reconnu comme la référence francophone du domaine. Mais c'est tout neuf, là. C'est des réflexions qui sont en cours. Et moi, ce que je peux vous conseiller pour, si vous voulez entreprendre en low-tech, c'est de lire. Essayez de comprendre les fonctionnements des différents types d'entrepreneuriat. Allez voir des copains, discutez-en. Allez voir des groupes comme le Low Tech Lab. Voyez à quel point ça vous correspond, à quel point il y a des choses... Par exemple, moi, je suis très proche du Low Tech Lab sur beaucoup de choses, mais au niveau politique, je ne me reconnais pas dans leur engagement. Mais du coup, je vais prendre ça, puis je vais aller ailleurs, dans des cercles sur la décroissance, pour aller prendre des bagages politiques. Je vais aller... et je prends un petit peu de tout, et après, il faut trouver des copains qui sont partants pour faire des expériences. Et après, les modèles économiques, ça, il y en existe vraiment beaucoup. Et en low-tech, il y en existe encore plus.
Par exemple, là, il y a une coopérative qui va se créer dans pas longtemps qui s'appelle Eclotech, qui ont déjà fait une vidéo, vous avez peut-être trouvé ça sur Internet. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Et eux, là, ils sont 3. Et ils vont créer une coopérative et ils vont faire de la location de douches solaires. Et donc, ils marchent un petit peu sur les subventions, un petit peu sur la location. Et puis, ils s'adaptent pour peut-être avoir un lieu avec un atelier qu'ils vont pouvoir louer. Et ils font un business plan qui est modulable. Et puis, dans leur feuille, ils mettent ce que les banquiers ils attendent sur les bonnes lignes pour avoir les prêts. Mais ce n'est pas ça forcément qu'ils vont faire. Donc, il faut jouer un peu avec tout. Okay. Merci Félix. On va prendre une dernière question et on va vous laisser aller en cours. Ouais, bonjour à tous. Moi, j'ai une question. Ça serait, au final, elle est vraiment où la limite du progrès ? Comment est-ce qu'on peut empêcher, je pense que l'humain est curieux de base, comment est-ce qu'on va pouvoir empêcher l'humain d'innover ? Pour ça, je vais mettre en relation, par exemple, la médecine et la surpopulation. C'est horrible comme paradoxe que j'ai dans la tête, mais est-ce que ça serait bien de sauver tout le monde ? Genre, par exemple, comment on va empêcher les gens, même s'ils ont la solution contre le cancer, si d'un seul coup, toutes les maladies incurables elles étaient curables, comment est-ce qu'on ferait pour gérer toutes ces nouvelles personnes qu'on arrivera à sauver ? Et donc là, tu veux qu'on commence un cours de 40 heures sur le progrès technique et humain On va commencer par l'introduction. C'est marrant, ça me fait penser à un film, je ne sais plus si c'est Marvel ou je ne sais plus quoi, où il y a le grand méchant du film qui dit on va tuer la moitié de la planète. Ça s'appelle comment ? Avengers, voilà, je suis has-been. Bref, et ça va résoudre le problème. J'ai oublié la question. Je pense que le progrès, il faut le définir et il faut repartir. Ce qu'on disait, on va commencer à tourner en rond, mais il faut repartir de la question de base initiale. Et le progrès, il est comment est-ce qu'on arrive à répondre à cette question de manière la plus durable et de la plus respectueuse de l'environnement possible. Voilà, en quelques mots. Exactement. Et du coup, tu arrêteras peut-être le progrès technique, mais tu n'arrêteras peut-être pas le progrès social. Merci. Merci.